Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes là pour une nouvelle histoire paranormale, une histoire de suicide et de meurtre. Nous allons suivre le générique et tout à l'heure après, nous commençons. Alors, tout commence en 2010 lorsque Kevin et Marina Krim décident d'embaucher une nounou pour pouvoir les aider, pour pouvoir garder leurs enfants et surtout épauler la mère de famille qui est mère au foyer. Alors, dans ce genre de quartier, c'est beaucoup courant. Le couple habite dans le très chic Upper West Side, c'est-à-dire aux États-Unis. Et dans ce quartier, les familles nantis ont l'habitude de prendre des nounous, d'embaucher les nounous, pour pouvoir les aider avec les enfants. Et dans ce genre d'endroit, prendre une nounou, c'est vraiment faire preuve d'une grande confiance envers celle-ci. Parce que figurez-vous, la nounou fait partie intégrante de la vie de la famille, de la vie des enfants. Les nounous participent aux anniversaires, participent aux repas de famille et même partent souvent en vacances avec la famille en question. Donc prendre une nounou, c'est prendre un nouveau membre dans la famille. Donc comprenez que c'est vraiment un très grand acte de confiance. Et avec la famille Cream ne dérobera pas à cette règle. Car en effet, les jours qui vont suivre l'embauche de Yoslin Ortega, la nounou en question, les habitants, les gens autour vont remarquer une très grande... En effet, à cette époque, Marina Cream tient un blog sur lequel elle relate sa vie et celle de ses enfants. Et donc, elle mettra souvent des photos de en vacances et ça sera le cas cette année-là car cette année ils iront tous en vacances en République dominicaine. République dominicaine où vivent les parents de Yoslin Ortega. Et pendant leur séjour là-bas, Marina Cream ne va pas hésiter à mettre des photos de rendant visite à la famille de Yoslin Ortega. Donc, leur relation avec la nounou partait au-delà, partait jusqu'à voir sa famille. Et les jours qui ont suivi, Marina Cream a même posté une photo d'une veste en cuir qu'elle avait offerte à Yoslin Ortega, une veste de très grand prix. Donc, autant vous dire que Marina Cream, la mère de famille, considérait Yoslin Ortega un peu comme sa sœur. Elle ne la considérait pas tellement comme une simple nounou. Elle avait vraiment de bons sentiments envers cette femme et entretenait des rapports vraiment très. De temps en temps, la famille Cream offrait même des billets d'aller-retour à Yoslin Ortega pour qu'elle puisse aller rendre visite à ses parents, même quand elle n'était pas en congé, histoire de vraiment mettre cette femme très à l'aise au sein de la famille, mais surtout de la fidéliser, faire en sorte qu'elle n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. Sauf qu'en 2012, c'est-à-dire 2 ans après son embauche, les choses vont changer. Quelque chose de grave, de terrible va arriver à Yoslin Ortega. En effet, elle va commencer à avoir de sérieux problèmes financiers. La personne à qui elle sous-louait un appartement dans le Bronx, voilà, va revenir et les mettre dehors, elle et son fils de 17 ans. Elle ne saura où aller, donc elle se dirigera vers sa sœur qui habite à Manhattan. Manhattan, sa sœur qui est une chauffeuse de taxi et qui habite un immeuble de 6 étages. Elle vivra non seulement avec sa sœur, son fils, mais avec une autre nièce. Autant vous dire que cette cohabitation sera très mal rémunérée à 500 dollars par semaine par la famille Cream. Ortega devra payer les frais de scolarité de l'école de son fils, aussi faire face aux nombreuses dettes qu'elle aura contractées. Autant vous dire qu'elle ne s'en sortira pas.
Du coup, elle va devoir faire de son temps libre d'autres business. Elle va parcourir les couloirs de Manhattan, parcourir les couloirs de l'immeuble de sa sœur avec des produits cosmétiques afin de les présenter aux voisins pour qu'ils puissent acheter. Elle va vendre des bijoux bon marché et elle va même souvent faire des plats de riz au poulet pour les événements, pour les anniversaires, pour les mariages, pour essayer d'arrondir les fins du mois afin de pouvoir subvenir à ses différents besoins à elle et à son. Sauf que plus le temps passe, plus la situation semble s'aggraver. En effet, Yoselin Ortega va devenir de plus en plus maigre. Elle sera de plus en plus inquiète et de plus en plus anxieuse. Les autres nourrices de l'immeuble des crimes vont même la décrire comme fatiguée et distante. En effet, sachez que dans ce genre de communauté, des quartiers, les nounous se connaissent pratiquement toutes. Elles organisent parfois des sorties et en journée, l'après-midi, elles se retrouvent dans le parc du quartier pour causer, pour papoter, histoire de se détendre un peu. Sauf que Yoselin Ortega ne fera jamais partie d'elle. Elle sera toujours à part, distante, d'où l'appréciation de ces nounous. De leur côté, la famille Cream, qui l'a embauchée, va tenter de l'aider de plusieurs manières. Ils vont lui proposer des heures supplémentaires pour pouvoir augmenter son salaire. Ils vont même proposer de petits jobs à son fils de 17 ans. Entre autres, promener le lévrier de la famille Babar. Alors qu'ils étaient en déplacement en famille, ils vont même la recommander à des amis qui ont besoin de nounou afin que elle ait toujours des heures de travail afin qu'elle soit toujours payée. Sauf que la tragédie, malgré tous ces efforts, va arriver. Cette tragédie va se passer le 25 octobre 2000. En effet, le 25 octobre 2012, Yoselin Ortega va adopter un comportement bizarre. Elle va faire des trucs qu'elle n'avait jamais fait auparavant, du moins de ce que nous savons. Le 25 octobre 2012, Yoselin Ortega se débarrasse de son téléphone portable et laisse ses cartes d'identité à sa sœur. Elle va sortir donc son carte d'identité, son téléphone, rien du tout. Un peu avant 17h, elle va se rendre chez les crimes avec Léo et Lucia, les deux enfants dont elle avait la charge. Quand elle va arriver, elle va voir le portier auquel elle n'adressait jamais la parole, auquel elle n'a jamais adressé la parole auparavant. Puis, elle va lui demander si les parents de ses deux enfants, Léo et Lucia, sont déjà rentrés. Bien que le portier va trouver cette question bizarre, il va lui répondre qu'il n'y a personne à l'intérieur, qu'ils ne sont pas encore rentrés, qu'au contraire même, Marina Cream et la petite Nessie, la dernière, viennent de sortir. La nounou va donc monter dans un ascenseur. Elle va pousser la poussette où se trouvent Léo et Lucia, puis ils vont aller à l'appartement. Pendant ce temps, aux alentours de 17h, Marina Cream, la jeune mère de 36 ans, sort d'une leçon de natation avec sa cadette Nessie, qui a 3 ans. Elle doit retrouver sa nourrice, Yoselin Ortega, dit Yossi, et son fils, Léo, de 2 ans, à la sortie du cours de danse de sa fille Lucia, 6 ans. C'était en effet une habitude. Ces jours-là, ils se retrouvaient toujours à ces heures, à ces différents endroits. Sauf que, quand elle arrive, elle et sa fille, il n'y a personne, ils n'y sont pas. Après quelques minutes d'attente, elle décide donc d'envoyer des textos à sa nounou, à Yoselin Ortega. Elles vont envoyer un texto, 2 textos, 3 textos, puis il n'y aura aucune réponse. Elle va donc décider de rentrer, se disant qu'ils sont peut-être rentrés, il y a peut-être une urgence, bien qu'elle va trouver cela un peu bizarre, parce que avant c'était jamais. Quand elles arrivent donc, elle et sa fille, à leur appartement, elle remarque que l'appartement est plongé dans le noir. L'appartement ne ressemble pas à un appartement dans lequel il y a des gens. Donc, elle redescend, parle au portier, lui demande s'il n'a pas aperçu sa nounou avec ses 2 enfants. Elle lui demande s'ils sont ressortis, s'ils ne sont pas entrés. Et le portier lui dit, bah non,
Ils sont dans l'appartement, il ne les a pas vus ressortir. Du coup, Marina Cream, là, un peu plus anxieuse, un peu plus inquiète, remonte les marches d'escalier et arrive à son appartement. Quand elle entre, elle fait attention et voit qu'il y a une source de lumière dans la maison. Et cette source de lumière provient de la salle de bain. Un peu bizarre. Elle décide donc d'aller voir ce qui se passe à la salle de bain. Elle approche, bien qu'étant très anxieuse. Puis quand elle arrive, elle ouvre la salle de bain et le spectacle qui s'ouvre à ses yeux est horrible, est écœurant, est digne d'un film d'horreur. En effet, Marina Cream assiste à une scène de meurtre. Elle se retrouve en face d'une meurtrière et de ses deux victimes. Elle retrouve ses deux enfants, Léo et Lucia, les corps inertes avec des taches de sang dans la baignoire, sans vie. Et à côté, la nounou Yoselin Ortega avec un couteau en train de se trancher de se trancher les poignets et en train de vouloir s'égorger. Une tentative de suicide après avoir tué ses deux enfants. Je vous laisse imaginer le ressenti de cette mère. Face à cette scène, elle va se mettre à crier de toutes ses forces, pleurer. Elle va même approcher de la foule, va sortir. Un cri qui sera tellement strident qu'il va alerter tout le voisinage. Les gens vont sortir, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, vont rapidement alerter les ambulances, voir s'il y a encore moyen de sauver les enfants ou non. Bien évidemment, c'est trop tard. Et il y a une photo qui va se propager dans tout le pays, dans tous les États-Unis et même dans plusieurs presses du monde entier. C'est la photo de cette mère au cœur déchiré, au cœur meurtri, qui se retrouve dans l'ambulance, les poignets contre la vitre d'ambulance et les pleurs qui coulent de son visage. C'était vraiment un meurtre affreux. Après avoir appelé les ambulances, l'ambulance a réussi à sauver la nounou et son procès va commencer. Pendant le procès, il est rapporté que Yoselin Ortega va rester impassible, insensible à tout propos. Pendant tout le procès, Yoselin Ortega ne va montrer aucune expression du visage, que ce soit de la tristesse, que ce soit du remords, que ce soit de la joie. Elle va tout simplement rester impassible. Elle va regarder tour à tour ses genoux et ses mains. Elle va parfois secouer la tête, mais on ne saura jamais qu'est-ce qu'elle pense vraiment. Durant ce procès, il y aura deux parties. Il y aura bien évidemment les avocats pour défendre la famille Cream et il y aura les avocats non pas pour défendre Yoselin Ortega, mais pour pouvoir alléger sa peine. Parce que ce genre de crime, c'est la peine capitale La peine capitale, c'est-à-dire la prison à vie normalement. Ainsi, la défense, c'est-à-dire ceux qui défendent Yoselin Ortega, vont émettre l'hypothèse selon laquelle Yoselin Ortega n'était pas stable mentalement et pendant qu'elle commettait le crime, elle n'était pas stable mentalement. Une thèse qui va être prouvée par des événements qui étaient arrivés avant ce crime et même des études qui vont être faites sur cette femme après le procès. Et ces différents événements vont être les suivants. Il est rapporté que quelques années avant, Yoselin Ortega aurait forcé son fils de 17 ans à se cacher avec elle sous le lit en entendant des chiens aboyer dehors. Aucun rapport, c'était déjà un signe de défaillance mentale d'après ce qui a été rapporté. Et deuxième chose qui est arrivée, 3 jours avant le massacre, là c'était un peu plus proche du jour où elle a commis le meurtre, 3 jours avant le massacre, Madame Ortega aurait été prise d'un accès de folie dans la cuisine de sa sœur. Elle aurait pris des marmites, des couteaux et les aurait jetés dans toute la pièce, aurait voulu casser plusieurs choses. Ça faisait vraiment un vacarme énorme.
Sa sœur n'a bien évidemment pas hésité à l'emmener voir un psychologue. Le psychologue, malheureusement, n'a rien trouvé, n'a pas pu prouver que c'était de la folie. Il a décrit ça comme une sorte de dépression due à sa situation financière, etc. et tout. Et donc, n'a pas vraiment pris cette crise de folie-là très au sérieux. Et donc, 3 jours après, Yossi Ortega a tué ses enfants et a voulu se suicider elle-même. D'autres experts s'étant penchés sur le dossier Yoselin Ortega durant les 5 années après le meurtre, ont découvert que Yoselin Ortega entendait des voix. Elle disait entendre des voix et des voix en fait qui étaient des voix de démons. Voilà, une sorte de démons, des voix qui sortaient de l'ordinaire qui lui faisaient peur. Donc, elle était soit folle, soit possédée. En gros, Yoselin Ortega n'était pas une personne tout à fait normale. D'où son crime, le crime qu'elle a commis. Mais malgré tout ça, la justice a été rendue. Yoselin Ortega a été condamnée à la peine capitale, c'est-à-dire la prison à perpétuité. Bien que cette peine ne pourra certainement pas faire revenir les 2 jeunes enfants de cette dame, je trouve que c'est une peine qui est juste. Voilà, qui est vraiment juste, voire elle devait peut-être payer même de sa vie. Parce qu'elle a tué des innocents. Moi, je trouve que c'était pas jalousie. Jalouse de voir une famille qui était heureuse, qui avait des enfants, qui n'avait aucun problème, et elle qui était dans tous ces problèmes-là, ça a certainement suscité de la jalousie en elle, et donc elle a voulu faire du mal à cette dame, à Marina Crime. Donc c'est ici que prend fin cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez que cette dame elle était folle ou pas, et tout. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à la partager. A plus pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi.